Depuis 12 ans, TVL fait figure d'exemple face à des médias du système toujours plus soumis aux élites financiarisées. À chaque occasion, TVL a montré son indépendance totale, mais aussi sa capacité à lire le monde et à se projeter. Le récent rapport du Congrès américain montre que durant la crise sanitaire, nous avions raison depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous étions censurés. Avec la guerre en Ukraine, nous avons refusé les visions manichéennes. À TVL, nous sommes constants et cohérents. Nous refusons la facilité et le prêt-à-penser pour vous offrir les clés de compréhension d'un monde complexe où les mécanismes de pouvoir cherchent toujours à vous abrutir pour vous asservir. TVL, c'est votre dose de vérité, votre cocktail vitaminé pour renforcer votre libre arbitre. Dès à présent, aidez TVL à votre mesure, chaque geste compte. En donnant à TV Liberté, vous façonnez un journalisme libre, votre consentement éclairé et vous vous offrez la liberté de penser. Alors, je compte sur vous. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, avant de donner le programme aux téléspectateurs, j'ai remarqué la semaine dernière que vous n'étiez pas nombreux à commenter cette émission. Alors, je vous en prie, les commentaires, c'est juste en dessous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce en l'air. Si je vous demande tout ça, bien sûr, c'est pour contribuer au succès de cette émission. Et puis, vous pouvez également la partager et puis cliquer sur la cloche. Ça vous permettra d'avoir toutes les notifications. Place au programme désormais. On va parler de Canal+. Canal+ qui quitte la TNT pour ses chaînes payantes. Et puis, on enchaînera, bien sûr, avec l'image de la semaine. C'était la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame. Une cérémonie qui était particulièrement haute en couleurs sur plusieurs plans, les invités, les tenues, la restauration de Notre-Dame. On va discuter de tout ça et puis on n'oubliera pas bien sûr les pastilles de l'information, le portrait piquant de la semaine qui est en partenariat avec le gym et consacré cette fois à Mathieu Boccoté. Immédiat numéro 518, c'est parti. Le dossier du jour, je vous le disais, c'est Canal+. Canal+ qui a produit un communiqué pour expliquer qu'il retirait ses chaînes payantes de la TNT. Ils expliquent ceci, qu'il y a des décisions fiscales et réglementaires qui sont pénalisantes pour leur exploitation en France. Par exemple, l'augmentation de leurs taxes qu'ils doivent verser au CNC et puis la menace sur leur taux de TVA qui est pourtant lié à leur statut de premier financeur du cinéma français. Ils ont donc décidé de ne plus poursuivre la diffusion de leur chaîne. Donc c'est la disparition de Canal+ sur la TNT, mais également de Canal+ Cinéma, de Canal+ Sport et de Planète. Voilà, ils s'indépendantisent d'une certaine façon. Un retrait qui prendra effet en juin 2025 et Canal+ qui rappelle dans ce communiqué qu'ils sont quand même les leaders mondiaux du divertissement. Ils sont dans le top 5 avec 52 pays dans lesquels ils diffusent et 26,8 millions d'abonnés. Et ils rappellent d'ailleurs que les 2/3 de leurs abonnés ne sont pas en France. D'où la contrainte qu'ils présentent sur ce que la France leur impose. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire déjà. Il ne parle pas de l'Arcom. Alors, il ne parle pas de l'Arcom, mais c'est évidemment une conséquence de la décision de l'Arcom à la fois contre C8, puisque C8 est privé précisément de la TNT par l'Arcom, pour donner leur chaîne à Ouest France, qui est incapable de le faire, puisqu'ils ne sont pas prêts. Bon, évidemment, on leur fait confiance pour faire de l'hyper politiquement correct. Il faut bien voir la situation de Canal+. Canal+, c'est quelque chose qui fait beaucoup dans le politiquement correct. C'est même une partie très importante de sa production. Il aide le cinéma
français, le cinéma français, c'est aussi beaucoup de scénarios politiquement corrects, bien orientés. Alors tout ça, ça pose pas de problème. Là où ça pose un problème, c'est quand il y a des chaînes comme C8 ou comme CNews qui expriment des opinions dissidentes ou pas toujours conformes à la doxa. Alors là, on met l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le Miniver d'Orwell, c'est-à-dire le ministère de la vérité, avec 2 hommes à sa tête, le directeur général et le président, qui sont des macronistes et proches de Soros. Alors là, ceux-là, ils veulent persécuter la partie non politiquement correcte de Canal+, et on comprend que Canal+, réagisse un petit peu, en disant, écoutez, voilà, il y a un global, on vous fait du politiquement correct, mais il faut aussi nous laisser faire des choses un petit peu différentes. C'est ce que ne veut pas le pouvoir, d'où la raison du conflit. Mais le problème, c'est que la TNT, c'est devenu quelque chose dont on peut se passer maintenant. Et ça n'a peut-être pas été calculé par l'ARCOM. Voilà, l'ARCOM, d'ailleurs, le problème de l'ARCOM, ils veulent contrôler ce qui est en dehors, au fond de leur domaine propre au départ, qui sont les grandes chaînes de télévision. Ils voudraient tout contrôler, mais la technologie permet de leur échapper. Il y a des réseaux alternatifs, en effet. Alors évidemment, ce bras de fer entre Canal+ et l'ARCOM, il n'a pas échappé aux médias. On a 20 minutes qui dit que Canal+ se venge de l'ARCOM. Le mot est fort, mais il est là. Le Huffington Post dit que c'est une décision radicale. Ça va peut-être radicalement leur rapporter plus d'argent. C'est bien possible. L'avenir nous le dira, mais on va surveiller ça de près sur Immédiat. Et Le Monde nous indique que derrière le coup d'éclat, il y a l'aboutissement d'une stratégie de long terme. Le Monde qui publiait également un article il y a quelque temps sur un redressement fiscal qui menace Canal+. C'est une bagatelle, 655 millions d'euros qu'il risque pour justement cette fameuse menace sur le taux de TVA, qui est un taux avantageux les concernant sur leurs abonnements. Mais ils ont ce taux parce qu'ils sont le premier financeur du cinéma français. D'ailleurs, Philippe Erlin note ceci: l'ARCOM ferme C8 pour Canal+. Canal+ décide d'arrêter de financer le cinéma français subventionné. Ce sera donc une petite économie de sans doute 210 millions d'euros par an. Tout de même, pour Canal+. Donc, ils y retrouvent leur bille, finalement. Il y a une grande nouveauté également qui vient d'être annoncée concernant Canal+, c'est qu'ils ne diffuseront plus la cérémonie des Oscars. Cette cérémonie, elle a été récupérée par Disney+. C'est intéressant également parce que Disney Channel, là, quitte la TNT également. Donc, ils vont se concentrer sur leur plateforme numérique en ligne pour la diffusion de nouvelles séries. Ils veulent plein de nouveaux partenariats là, en ce moment. Et ils font d'ailleurs les yeux doux au cinéma français, Disney+. Donc, il va y avoir des changements il y a des petits échanges de pouvoir, il y a des mouvements de fond, en tout cas, qui se passent. Il y a une agitation dans ces médias. Et ce qui est très intéressant aussi avec Canal+, c'est que c'est Vincent Bolloré qui a décidé de restructurer sa filiale Vivendi, et l'Humanité dit qu'il rafle la mise. Ils se sont séparés en plusieurs groupes. Canal+, Havas, Hachette, ça a été accepté par l'Assemblée générale des actionnaires de Vivendi. Et cette séparation, ça acte aussi la mise en bourse de Canal+ à la Bourse de Londres. Donc, ça devient, il y a vraiment du mouvement, il y a quelque chose qui se passe qu'on va surveiller de près. Concernant la TNT toujours, figurez-vous que nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. BFM Paris va également mettre la clé sous la porte. Vraisemblablement, il y a des inquiétudes auprès des autres chaînes locales de BFM. Donc, vraisemblablement, les chaînes devraient suivre, les autres chaînes devraient suivre le même chemin. Et puis, tout cet espace dans la TNT, il y a quand même des gens qui y retrouvent leur compte.
Il y a l'Express TV qui était un des candidats pour récupérer le créneau de C8. Eh bien, l'Express TV dit coucou l'Arcom, nous on est de nouveau disponible si vous le souhaitez. Donc c'est la presse écrite finalement qui affiche un peu ses ambitions sur la TNT. Télérama dit même que la presse écrite se retrouve face à l'Arcom. Ce qui est quand même amusant face comme à l'Arcom l'aurait plutôt... avec. Oui, plutôt avec l'Arcom, oui, parce que en tout cas, Ouest France, ça a été avec l'Arcom. Avec un mauvais dossier de fond, mais un bon dossier politiquement correct, c'est tout bon pour l'Arcom. Et donc l'Express va essayer de suivre le bel exemple de... Mais ceci étant... la presse écrite, c'est comme la TNT, c'est quand même un peu le vieux monde, même si le vieux monde a encore de beaux restes, le vieux monde médiatique. Naturellement. On va conclure là-dessus, Jean-Yves. En tout cas, il y a la presse alternative, mais désormais, il y a aussi des alternatives aux grands médias, aux anciens médias, à ce vieux monde. Et visiblement, eh bien, certains ne vont pas hésiter à emprunter ces chemins de traverse. On passe à l'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est bien sûr la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Une cérémonie qui a été haute en couleurs. Moi, j'ai envie de commencer par du positif, par quelque chose de particulièrement joli qui a animé cette cérémonie. C'est la maîtrise de Notre-Dame qui a chanté, par exemple, le Te Deum, une prière d'action et de grâce. La maîtrise qui était présente donc dans la cathédrale. Il y avait, par exemple, dans la maîtrise de Notre-Dame, Ariane, 13 ans, qui a chanté son solo pour le grand concert ce samedi. Voilà, Ariane Delacroix, qui était l'une des figures de cette cérémonie. Également, toujours dans la musique, eh bien, il y avait Pharrell et ses 70 choristes de gospel pour célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris. Alors là, on a vraiment deux mondes qui s'entrechoquent, Jean-Yves. On a quelque chose de qui est très lié à la liturgie, et puis on a un peu l'américanisation, j'allais dire. Oui, c'est le macronisme, c'est-à-dire qu'il y a Notre-Dame, c'est quand même l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. Il faut quand même mettre un peu d'afro-américain dans l'affaire, sinon ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Mais bon, gardons le positif. Pensons d'abord au positif. Pensons d'abord au positif. Il y avait des nouvelles tenues pour cette cérémonie d'ouverture. Je vous laisse avec Bertrand Decker qui revient justement sur ces tenues qui ont été créées par Castelbajac. Il a habillé Andy Warhol, Lady Gaga, Madonna, Katy Perry. C'est sa 3e collaboration avec l'Église. En 87, il avait déjà collaboré avec l'Église. En 97, c'est lui qui avait habillé le pape pour les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. C'est l'ancien directeur artistique de Benetton. Ce qui veut donc dire que pour lui, la couleur, c'est essentiel. Il a à la fois travaillé la broderie, alors je cite, la broderie de paillettes martelées, donc qui est une technique très très ancienne, mais aussi la technique du flocage et du matelassage, qui sont des techniques qui sont plutôt utilisées dans le sportwear. La presse disait très justement, il électrise l'histoire. Il dit, je voulais que ce soit éblouissant de simplicité. Chaque chasuble est recouverte de 12 croix en référence aux apôtres. Jean-Yves, tout à l'heure, vous parliez du vieux monde. Là, on a clairement la vision moderne qui se fracasse contre le vieux monde, puisqu'on nous parle de sportswear. Oui. Ça a été beaucoup commenté d'ailleurs. Oui, ça a été. Les couleurs sont un peu étranges, parce que c'est vrai que ça rappelle beaucoup les couleurs de Google. Lidl aussi, L'Oréal. L'Oréal, voilà. Alors, il y a toujours eu des efforts faits en matière d'habits ornementaux. Les habits ornementaux, si vous allez dans le trésor d'une église, vous avez des habits ornementaux qui sont souvent très beaux, très chargés, des broderies. C'est un élément, c'était hier un élément, si je puis me permettre, de communication à destination du fidèle. Ça reste aujourd'hui un élément de communication au-delà des fidèles, presque à destination du monde entier. Voilà. Donc, c'est vrai que les couleurs peuvent paraître un peu étonnantes, oui, très vives, alors que effectivement, dans cette période de l'année, c'est plutôt le mauve qui devrait être porté. Qui est la couleur de l'Avent. Le mauve qui est la couleur de l'Avent. Mais c'est vrai que c'est pas très chatoyant, le mauve. C'est un peu plus
un peu plus triste. Donc voilà, c'est une concession à l'esprit du temps et à l'esprit de la communication. Certains ont même, il faut le dire aussi, parce que ça plaira peut-être à certains, ça déplaira à d'autres, ont comparé ces couleurs avec celles de l'Ordre de l'Étoile orientale. Alors l'Ordre de l'Étoile orientale, c'est un organisme paramaçonnique, philanthropique, patriote et féminin, créé à Boston en 1850. Voilà. Donc si on le disait pas, on se serait fait taper sur les doigts. Du rouge, du bleu, du vert, du jaune, ça appartient à tout le monde aussi. Voilà. Alors c'est vrai, moi j'ai comparé avec Google ou avec Lidl, mais le rouge, le jaune, le vert, le bleu, ça appartient à tout le monde. On peut retrouver ça un peu partout. Voilà, faut pas tomber trop dans le crypto. Faut pas surinterpréter, faut pas surinterpréter. Mais on peut toujours interpréter. Faut avoir toujours un peu de réserve et de recul, voilà. Quelque chose qui a été assez peu mentionné par la presse, Jean-Yves, mais j'avais envie de vous en parler, chers téléspectateurs, c'est la présence de Henri d'Anselme qui était là pour la cérémonie et il en a profité pour dédicacer son livre à Emmanuel Macron. C'est une jolie dédicace, je crois, qu'il n'oublie pas que la France est d'abord le premier royaume après celui du ciel et que son destin n'est pas dans la main des hommes. Ça a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Alors les médias n'en ont pas parlé. De fait, il y avait une foultitude même d'éléments à commenter. Mais Henri d'Anselme, il a demandé comme seule opportunité lorsqu'on lui a remis sa décoration, c'est le président qui lui a remis sa décoration d'ailleurs de la Légion d'honneur, il a demandé comme faveur de pouvoir assister à la réouverture de Notre-Dame. C'est beau, je trouve. Et c'est tout à fait légitime, puisqu'il a eu un acte héroïque en étant sur le chemin des cathédrales, donc qu'il vienne à la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est effectivement tout à fait légitime. Je pense qu'on peut même pousser le bouchon un peu plus loin et dire à nos spectateurs qu'il ne faut sans doute pas hésiter à se procurer son livre, qui a l'air d'être un super livre. En tout cas, il en a fait une très belle promo et ce n'est pas fini à l'approche de Noël. Qui sait, c'est peut-être une très bonne idée. La cérémonie de Notre-Dame, elle n'aurait pas été possible, bien sûr, sans les entreprises qui ont contribué à la restauration de Notre-Dame. Et ça, les médias aussi en ont beaucoup parlé. Alors Macron a remercié tous les ouvriers, tous les artisans de ce succès. Malgré tout, ça reste un beau succès français. Ça reste un défi, cette rénovation de Notre-Dame qui a été relevée haut la main par la France. Il y a un article qui a un peu agité les consciences, je dois dire, un article du Parisien sur Twitter. C'est « Ils ont reconstruit Notre-Dame ». Alou Dembélé, l'échafaudeur bâtisseur, quel lapsus intéressant, du monstre d'acier. Voilà, l'échafaudage qu'il y avait autour de Notre-Dame. Alors les gens se sont dit que c'était peut-être une surmise en valeur de la diversité. Là. Oui, alors c'est peut-être une surmise en valeur de la diversité. La vérité, c'est que le travail a été fait par des entreprises d'excellence, des PME d'excellence, et des travailleurs d'excellence, beaucoup d'ailleurs issus du compagnonnage. Et donc, c'est effectivement essentiellement, et même quasiment exclusivement, des hommes européens blancs, si je puis dire, ayant un métier manuel et intellectuel aussi qu'ils possédaient parfaitement. C'est la France qui a fait cela. Alors bon, il peut y avoir eu dans cette grande masse quelques éléments venus d'ailleurs, mais en l'occurrence, ils étaient tout à fait marginaux. Ceci étant, le Parisien a cité toute une série d'articles, cet homme d'origine africaine, mais il y a énormément d'articles qui, par ailleurs, mettent en évidence, mettent en scène des ouvriers ou des techniciens ou des contremaîtres ou des ingénieurs, eux, parfaitement européens, qui ont représenté l'essentiel de ce qui a reconstruit Notre-Dame.
C'est l'histoire de l'Europe reconstruite par les Français et les Européens. Les invités, maintenant, il faut bien sûr faire un point sur les invités à cette cérémonie. Et je vous propose de commencer par un article de Gala qui nous parle de la présence de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et donc, il titre de la façon suivante « Il a été ovationné lors de son entrée dans Notre-Dame, un des moments forts de la soirée. Le protocole exigeait, nous dit l'article, que l'assistance reste assise. Et pourtant, eh bien, il y a eu, semble-t-il, une standing ovation. Voilà, donc on a de l'anglais maintenant. C'est le globish dans les articles de Gala. Et des applaudissements nourris qui évoquaient des fortes émotions, un témoignage poignant de soutien envers l'Ukraine. Bon, Gala n'y va pas dans la demi-mesure, là. Gala, c'est vraiment un des phares du politiquement correct. Sous réserve, sous présentation people, on avance toujours les bonnes causes, si je puis dire. Et donc, c'est assez normal que Gala soit à la fois zelenskyste et macroniste. Ils ont été titrés également pour un autre article, la grande messe politique pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, un titre assez habile, il faut le dire. Place maintenant à un autre personnage de cette cérémonie de réouverture de Notre-Dame, c'est Donald Trump qui était présent. Et cet article de BFM et de RMC, on voit bien que Trump fascine. Et puis, bien sûr, on a voulu nous refaire le coup de la poignée de main entre Macron et Trump avec une analyse un peu poussée de leur poignée de main sur le perron de l'Élysée, là. Il y avait également Elon Musk qui a été l'invité surprise, nous dit-on, de cette cérémonie de réouverture. Le Figaro titre « L'exaltation d'Elon Musk à l'intérieur de Notre-Dame ». Elon Musk était très intéressé par cette réouverture de Notre-Dame. D'ailleurs, il avait repartagé des images de TVL sur Twitter. Il nous a retweeté. Voilà, c'est amusant de le signaler à ce moment-là. Et bien sûr, il y a Charline Vanhoenacker qui en a fait un article. Elon Musk, il y a du Wi-Fi dans la nef, point d'interrogation. Alors, ce qui est vrai, c'est que là, Elon Musk, c'est un personnage archéofuturiste. Bon. Et là, effectivement, Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame, la belle reconstruction, rapide reconstruction de Notre-Dame, c'est l'hommage au passé. Et puis, Musk, c'est l'avenir, c'est la conquête spatiale, c'est les satellites, c'est l'idée d'aller sur Mars. Et alors, la photo est quand même très... Une photo incroyable. L'image est assez intéressante, effectivement, à analyser, parce qu'on voit Musk debout, qui défile en quelque sorte devant le parterre des anciens présidents et des femmes d'anciens présidents, avec l'ancien plus exactement, Premier ministre, qui le regarde fasciné. Alors, il y a plusieurs commentaires. Il y a eu des commentaires un peu méchants, du genre l'homme qui a 300 milliards d'actifs défile devant ceux qui ont créé 3000 milliards de dettes. Ce qui est un peu polémique. La vérité, c'est qu'il y a quand même une certaine distorsion entre la faiblesse de la classe politique française au niveau de ses principaux dirigeants. On a là les présidents, et puis l'homme qui a une vision, la puissance du pouvoir, et aussi la vision de la science, mais la vision aussi de la liberté d'expression. Hein ? Donc c'est assez intéressant comme... c'est un homme d'avenir qui regarde encore son passé, en fait. Voilà. Le passé. Quelqu'un d'équilibré. C'est un personnage archéofuturiste. Voilà. Archéofuturiste, ce sera le mot qu'on retiendra. Il y a un commentaire que je retiens et que je trouve intéressant. Il a eu lieu sur CNews. C'est Max Guazzani qui l'a tenu. La première cérémonie, c'est des relations publiques avec des gens pas plus cathos que moi qui critiquent l'Église et qui sont là pour se faire voir et passer à la télé. Ça vous paraît être un bon commentaire, Jean-Yves ? Oui, mais il y avait Sandrine Rousseau dans l'Assemblée. Oui. Il ne perd pas une occasion de critiquer les cathos, quand même. Tout à fait, absolument, oui. Oui. C'est vu à la télé, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. On a vu à la télé. Oui. Évidemment. Sur Polémia, vous avez publié, en partenariat avec vous, Jean-Yves, un article assez intéressant qui relate justement cette cérémonie. C'est Cérémonie de Notre-Dame, un sans faute ou sans faute. Voilà, c'est un article assez fin de Françoise Monestier qui mêlait
le bien et le moins bien, voilà, c'est équilibré, c'est assez drôle, c'est bien. La presse internationale a également été entraînée par ce beau mouvement qu'a créé cette cérémonie de réouverture. Le Parisien nous dit: le phénix renaissant de ses cendres éblouit la presse internationale. Alors bon, si on regarde sur El País, il note que cette inauguration permet de souffler à une France et à un Macron qui sont en crise, donc ils ne restent pas complètement dupes non plus. La résurrection de la cathédrale de Notre-Dame, ça c'est sur dit presseux, et Macron qui utilise ce spectacle de Paris à son avantage. Bon, ils sont enchantés, ils ont trouvé ça très beau sans doute, mais ils ne sont pas dupes sur la situation politique de la France qui reste instable. Là, honnêtement, la situation politique de la France reste instable, comme vous dites. La situation économique et budgétaire est extrêmement préoccupante, mais indépendamment de la récupération médiatique, cette reconstruction en 5 ans, ça montre qu'il y a encore beaucoup d'excellence dans la société, dans les profondeurs de la société française, qui reste encore quelque chose. C'est pas seulement un spectacle médiatique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et de ce point de vue-là, la presse internationale le note quand même. Il faut reconnaître que Notre-Dame, c'est quelque chose d'incroyable, puisqu'on voit quand même que le premier déplacement du nouveau président des États-Unis, pas encore en place, c'est pour aller à Notre-Dame. C'est pour aller à Notre-Dame, voilà. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on passe aux pastilles de l'information. On ne pouvait pas commencer ces pastilles sans parler de la Syrie, ou plus exactement de Abou Mohamed Al-Jolani, qui est présenté par la presse de façon assez originale. La presse dit que c'est un radical pragmatique, ça c'est le Parisien. Sur BFM TV, le chef islamiste de la coalition rebelle, quand même, bon, il y a islamiste qui est dans le titre. Le Point, le chef des rebelles syriens. Et 20 minutes, le chef des rebelles en Syrie. Bon, le Parisien nous parle également d'une nouvelle ère en Syrie, quand les rebelles ont annoncé être rentrés dans la capitale Damas. Et je voudrais revenir sur ce terme de radical pragmatique. Le Monde nous dit que Mohamed Al-Jolani est passé de djihadiste en Irak à nouvel homme fort de la Syrie, qu'il a combattu avec Al-Qaïda en Irak et en Syrie. Mais ce qui suppose qu'il ne serait plus djihadiste. Oui. Ce qui est une façon très optimiste de voir les choses. J'aurais tendance à vous dire, moi, scout toujours. Oui, djihadiste toujours. Un jour, djihadiste toujours. Oui, on peut le craindre quand on voit les précédents de l'Afghanistan, par exemple. Il y a peu de temps, on nous a expliqué qu'on avait des talibans modérés qui avaient pris le pouvoir en Afghanistan. Il semble que ce soit des vrais islamistes, voilà. C'est Frédéric Egui qui nous précise que Abou Mohamed Al-Jolani était commandant de Daesh en Irak quand même, ça vaut le coup de le souligner. On a Régis Le Sommier qui rappelle qu'il a eu des liens avec Al-Qaïda, mais que nulle mention n'est faite de son compagnonnage avec Abou Bakr al-Baghdadi, qui était un des leaders très, très connus des djihadistes. Donc voilà, on nous vend les rebelles modérés. La qualification de djihadiste, nous dit toujours Régis Le Sommier, est en train de tomber et la machine à communiquer est en marche. Souvenez-vous, c'était les gentils rebelles la dernière fois et on a eu le Bataclan. Voilà. Bon, j'espère qu'on n'en viendra pas là, mais peut-être que la presse ferait mieux. Paris Match, par exemple, dit « Abou Mohamed Al-Jolani n'est pas quelqu'un qu'on aurait aidé il y a 10 ans, mais il a évolué ». On peut changer dans la vie. Oui, je pense qu'effectivement, on peut évoluer. Le problème, c'est que je pense que fondamentalement, il reste djihadiste et s'il s'éloignait un peu de ces tendances fondamentales... il a taillé sa barbe, quoi. Il pourrait tailler sa barbe un petit peu. Il l'a taillé un petit peu par rapport à ce qu'il avait avant. Mais il y a un moment où il serait renversé aussi. Donc je ne pense pas que sa marge de manœuvre par rapport au djihadisme et à l'islam fondamentaliste soit très grande. Voilà. Ce
qui est très intéressant, c'est que donc, le renversement du pouvoir, ça pose la question de ce qui va se passer pour les djihadistes français qui étaient dans les prisons syriennes. Ça pose une vraie question. Ça a été soulevé sur LCI et le journaliste dit mais qu'est-ce qu'il faut en faire s'ils veulent revenir en France ? Ça a été longtemps un débat. On a Renaud Girard, qui est journaliste au Figaro, qui a été assez clair, assez dur sur le sujet, qui a dit qu'une balle dans la peau ferait l'affaire en tant qu'ennemi de la France. Oui, il voilà. est assez dur. On l'entend d'ailleurs, c'est à écouter. Du côté de la directrice adjointe de la rédaction de Libération, c'est un mouvement inverse qu'elle annonce. Elle nous dit que les réfugiés syriens qui étaient chez nous vont sans doute repartir par milliers en Syrie. Je vous propose de l'écouter, c'est intéressant. Il faut arrêter avec ce fantasme de la submersion migratoire. C'est insensé. La submersion migratoire, elle va se faire dans l'autre sens. Oui. Il y a des millions de Syriens qui, en ce moment, se bousculent pour essayer de rentrer en Syrie. Est-ce que ça vient tordre le cou, justement, au narratif, notamment de l'extrême droite en France, qui dit que, finalement, les étrangers viennent en France et veulent s'y installer? Mais ça n'a pas de sens. Alors, il y a sans doute, peut-être des familles syriennes qui, en effet, sont installées là depuis des décennies, dont les enfants sont devenus français, ou peut-être que ceux-là auront envie de rester. Oui, alors visiblement, si on en suit les titres de presse, les réfugiés syriens actuellement hésitent à rentrer. Les réfugiés en France hésitent à rentrer en Syrie. Alors, si vous voulez, d'abord, elle dit les réfugiés syriens sont là depuis des décennies, c'est pas vrai du tout. Il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y avait pas un seul Syrien en France, il n'y avait pas un seul réfugié syrien, ou s'il y en avait un, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 1000. Donc elle ment. Ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de pays qui disent, à juste titre, je pense à l'Autriche par exemple, voire à l'Allemagne, qui disent on leur a accordé le statut de réfugiés politiques parce qu'ils étaient persécutés par le régime d'Assad. Le régime d'Assad est tombé, donc il n'y a plus de raison de leur garder le statut de réfugié politique. Ça, c'est ça la réalité. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à repartir en masse ? Ça, on peut en douter. Et ce qu'on peut craindre, c'est de garder ceux qui sont déjà là et de voir arriver d'autres réfugiés qui peuvent se trouver persécutés, que ce soit la minorité alaouite, donc chiite alaouite, ou la minorité chrétienne. Donc c'est plutôt ça qui a lieu de craindre. C'est les déplacements de population successifs. S'ils arrivent à partir. Il y a un nouveau ministre de la Justice, de fait, en Syrie, Jean-Yves. Il s'agit de Shahadi Al-Waizi. Eh bien, il a déjà décidé qu'il fallait introduire la loi de la charia en Syrie. Voilà, ça a été repartagé par Régis Le Sommier, à nouveau, qu'on cite beaucoup dans cette pastille. Et puis Kousmanovic également, qui en a parlé. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire sur ce ministre de la Justice qui, lui, n'a pas bien taillé sa barbe. Non, mais il n'a pas bien taillé sa barbe, mais il est ministre de la Justice d'un gouvernement islamiste, donc il veut appliquer la charia. C'est parfaitement normal. Il n'y a pas lieu d'être surpris. Et évidemment, il nous dirait il faut nommer des femmes juges. On aurait du mal à le croire. Et à mon avis, il survivrait pas très longtemps parmi ses camarades. D'ailleurs, voilà. Les femmes juges sont désormais interdites d'exercer leur profession. Ça tombe bien que vous le disiez. Et puis, on a ce même, peut-être pour conclure sur cette pastille, ce que j'ai compris en lisant la presse. On a une image de Trump égale Hitler, Giorgia Meloni égale Mussolini, et puis Abou Mohamed Al-Joualani qui est égal à Gandhi. Voilà. Je pense qu'on a une bonne image de la présentation des choses par les médias de grand chemin. Passeurs et migrants violent 90% des femmes et filles traversant la Méditerranée selon un rapport de l'ONU. Alors, c'est un rapport qu'aurait pu faire grand bruit. Il est partagé là dans cet article du Figaro. Il y a un article du JDD également qui en a parlé. Et pourtant, quand on cherche passeurs migrants dans la barre de recherche des actualités Google, eh bien, on n'a pas grand-chose, on n'a rien du tout qui ressort de cette annonce massive des viols des réfugiés ou des migrantes femmes. Quand on cherche migrants, viols,
rien encore. Quand on cherche migrants morts, bon là on a des articles très récents qui comptent le nombre de migrants qui sont morts dans des embarcations ou qui sont morts dans la Manche ou en traversant la Méditerranée. Ça, il y a des articles très régulièrement. Mais personne n'a parlé de ce rapport de l'ONU, Jean-Yves. C'est étonnant quand même. C'est précisément la meilleure des informations, c'est l'occultation. Voilà. Il y a, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais il faut bien le comprendre, il y a les choses qu'on pousse, qu'on met en avant, qu'on répète. Alors c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur les naufrages, il y en a. Les naufrages qui sont quand même provoqués par les passeurs qui font passer c'est une technique, les gens qui veulent faire traverser la Méditerranée sur des tout petits bateaux, en tout cas pour la fin du voyage. Donc ça, on met ça en évidence pour culpabiliser les Européens. Et par contre, cette information comme quoi les femmes ou les jeunes filles ou même les enfants sont violés par les migrants ou par les passeurs sur les bateaux, là, silence, ça n'est pas exploitable dans le sens du politiquement correct, au contraire, et donc on occulte. Voilà. Et qui a fait le job, Jean-Yves ? Eh bien, c'est Némésis qu'on accuse régulièrement de ne pas parler des migrants ou alors des hommes blancs violeurs. Eh bien là, c'est fait. Elles ont parlé de ce rapport de l'ONU qui est un rapport choc sur les femmes migrants clandestins. Slate, est-ce que c'est bientôt la faillite ? Eh bien, figurez-vous que Slate a perdu plus de 17 millions d'euros depuis son lancement en 2009. C'est une entreprise qui sera à nouveau déficitaire. Là, on arrive à la fin de 2024. Eh bien, les Rothschild pensent qu'ils ne vont plus remettre au pot pour remettre d'aplomb ce média qui est donc voué à disparaître, sans doute, sa branche française en tout cas, avec sans doute une quasi-certitude. Les derniers articles que j'ai pu consulter, je suis allée voir qui étaient les journalistes. Alors, ils ont quand même beaucoup de stagiaires qui écrivent ou des gens qui sont en alternance chez eux, donc c'est-à-dire des gens qui sont sous-payés, clairement. Et puis, sur les élections présidentielles américaines, c'est un florilège que je vous affiche ici. Un commentaire, Jean-Yves. Oui, si vous voulez, il y a de la place pour les médias alternatifs comme TV Liberté, comme Radio Courtoisie, comme Omerta, comme Frontières, enfin j'en passe, parce qu'ils donnent un message différent du message dominant, avec généralement peu de moyens financiers d'ailleurs, mais comme ils donnent un message différent du message dominant, il y a de la clientèle. Pour Slate, ça touche qui ? Les gens qui sont intéressés par les messages qu'ils passent, ils les ont partout ailleurs. Donc il n'y a pas d'intérêt. Alors on est quand même peiné pour la famille Rothschild qui a perdu 17 millions d'euros dans l'affaire, si j'ai bien compris. Bagatelle. Pour eux, sans doute. Bagatelle. Sans doute une bagatelle pour eux. Des informations ordinaires sur la situation en Roumanie. C'est France Info qui produit cet article. Georgescu a surgi de nulle part, c'était une manipulation. Eh bien, figurez-vous que sur Twitter, ça n'a pas loupé. Ils ont pris une note utilisateur qui leur précise quand même que Călin Georgescu a bel et bien un parcours politique qui est reconnu en Roumanie. C'est incroyable. Il a un parcours politique de plus de 20 ans. Il a été présenté plusieurs fois pour être Premier ministre. Donc c'est une personnalité tout à fait reconnue depuis longtemps. Alors c'est extraordinaire parce que France Info nous dit aussi la décision d'annuler la présidentielle en Roumanie est largement saluée à Bucarest. Alors je résume pour les spectateurs qui ne sauraient pas très bien ce qui s'est passé en Roumanie. Il y a eu une élection présidentielle. Il y a eu un candidat qui est arrivé en tête, suivi d'un deuxième candidat, un candidat qui était plutôt pour une solution de paix en Ukraine et un candidat plutôt conservateur, et de l'autre un candidat plutôt pro-OTAN et plus conformiste, une candidate plus exactement. Ce sont les deux qui étaient arrivés en tête. Les élections, dans un premier temps, étaient validées. Le résultat des élections, premier tour a été validé. Puis la Cour constitutionnelle, c'est une sorte de conseil constitutionnel, vous savez, c'est le Fabius local, quoi, voilà. ont décidé d'annuler le deuxième tour, purement et simplement. Alors, quand ils nous disent, c'est une décision parfaitement antidémocratique, et quand ils nous disent que c'est largement salué à Bucarest, non, c'est pas salué à Bucarest, puisque les partisans du candidat arrivé en tête
ne sont pas d'accord, et même les partisans de la candidate arrivée seconde et qualifiée pour le second tour ne sont pas d'accord non plus. Donc c'est une désinformation absolue. Mécontentement total. Toujours pour cibler France Info, j'ai trouvé cet article particulièrement intéressant. Présidentielle annulée en Roumanie, comment la percée du pro-russe, voilà le problème en réalité, Jean-Yves, Kalin Georgescu a été alimentée par TikTok et des influenceurs rémunérés. Alors là, France Info se moque du monde, parce qu'on se rappelle quand même que pour les élections législatives, c'est Jérém Star, un influenceur assez connu, on en pense ce qu'on veut, mais qui a annoncé avoir été approché par des partis politiques pour être payé pour influencer le vote des gens qui le suivaient. Donc, on critique d'un côté quelque chose qui se passe pourtant oui, mais là, c'est pour le bien. Sans problème chez nous. Mais... C'est pour le bien, voilà. Ben oui, le candidat roumain, il a fait campagne avec les moyens un peu modernes, effectivement. Il a fait campagne avec les réseaux sociaux, avec TikTok. Bah oui, comme tout le monde aujourd'hui. Mais à partir du moment où le résultat n'aboutit pas au résultat souhaité, on annule. C'est quand même très grave. Hein. C'est un précédent très grave parce que ça veut dire que la démocratie est absolument menacée quand les résultats ne conviennent pas. Quand le peuple vote mal. Quand le peuple vote mal, voilà. C'est les 80 ans de l'AFP et pour l'occasion, eh bien, je vous propose de regarder la petite vidéo qu'ils ont conçue. Cette année, c'est les 80 ans de l'agence France Presse. L'AFP, c'est une énorme agence de 1700 journalistes qui sont originaires de tous les pays et qui couvrent le monde entier. On sait que parfois, notre travail peut être assez peu connu du grand public. Donc pour fêter notre anniversaire, on vous a préparé une série d'interviews de nos journalistes. Certains ont couvert la guerre en Ukraine, ont découvert le début d'une pandémie mondiale, sont devenus proches de Karl Lagerfeld, ont documenté la déforestation en Amazonie, parfois ont côtoyé les plus grands de ce monde, et beaucoup d'entre eux ont risqué plus d'une fois leur vie, tout ça dans un seul but et avec une seule mission en tête, vous informer de façon impartiale et vérifiée. J'aime beaucoup la conclusion, pour vous informer de manière impartiale et vérifiée. Alors que à chaque cérémonie des bobards, ils sont en compétition, d'autant plus qu'un bobard de l'AFP en vaut 1000 parce qu'il est reproduit à l'infini. Alors on a des bobards nationaux, on a des bobards internationaux. Non, l'AFP, précisément, il faut vérifier ce qu'ils disent. Là aussi, le pire de l'AFP, c'est pas tant ce qu'ils disent en le déformant, c'est ce qu'ils occultent. Voilà. Et l'AFP, il faut rappeler que c'est quand même 135 millions d'euros de subventions françaises. Alors, il y a 113 millions qui sont au titre de la compensation d'émissions d'intérêt général de l'agence. Bon. Et 21,7 millions qui payent les abonnements commerciaux de l'État, en fait, qui payent les fils AFP, en somme, pour pouvoir réagir, faire les petites fiches politiques, etc. Donc, c'est largement subventionné en prime. Un article d'Économie Matin pour conclure ces pastilles de l'information. TF1 rappelé à l'ordre par l'Arcom pour un reportage sur la voiture électrique. Le sous-titre, c'est le suivant, une comparaison controversée. Dans ce reportage, 3 véhicules ont été mis à l'épreuve. La DS7 diesel, la Hyundai hybride, la Volkswagen électrique. Moi, je trouve ça intéressant, ce terme de comparaison controversée. Moi, je croyais que c'était le rôle du journaliste de faire des comparaisons pour en tirer des conclusions ensuite. Et justement, en fait, ce qui ne leur a pas plu, c'est la conclusion de TF1 qui dit que la voiture électrique a rencontré des difficultés avec une station de charge qui était en panne, une station de charge rapide. Et donc, ils ont dû aller sur une borne de faible puissance. Et là, vous savez que vous avez des temps de recharge qui peuvent être quasiment d'1 heure pour reprendre la voiture ensuite. Évidemment que ça allonge considérablement le trajet. Évidemment que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Et évidemment que ça ne plaît pas aux concessionnaires de voitures électriques de rappeler que le système des bornes n'est pas encore tout à fait au point. Alors, objectivement, il y a un problème aujourd'hui. Peut-être qu'il trouvera une solution dans quelques années. Mais il y a un problème aujourd'hui, effectivement, de recharge, qui fait d'ailleurs que les loueurs de voitures mettent plutôt au rencard les voitures électriques parce que les gens qui louent une voiture, ils voudraient éviter de tomber en panne. Bon. Et donc là, en fait, TF1 n'a fait que
révéler la réalité, à savoir que pour le moment, la voiture électrique, c'est un problème, la recharge des voitures électriques, c'est un problème sur les longues distances, ou même les moyennes distances, parce que là, c'est 311 km. Et ça ne plaît pas à l'Arcom, qui est le ministère de la vérité. Il est interdit de dire qu'il y a des problèmes de recharge avec les véhicules électriques. On pourrait dire, il y a des problèmes de recharge aujourd'hui, mais ça va se régler, il y en aura moins dans 5 ans, il y en aura moins, peut-être. Mais on n'a pas le droit de le dire. L'Arcom, c'est le ministère de la vérité, dirigé par l'équipe Adjari Alban du Nervo, c'est-à-dire Macron Soros. Voilà. C'est amusant parce que Libération avait fait un article Check News pour vérifier si la rédaction de TF1 roulait contre la voiture électrique. Et puis l'Arcom avait répondu à un des lecteurs de Automobiles Propres qui avait contacté et saisi l'Arcom à la suite de ce reportage de TF1. Et ce Valentin, donc un des lecteurs, avait reçu la réponse suivante. Un manquement n'est pas établi au cours de ce reportage, mais l'autorité a fait part à la chaîne de l'émoi qu'il a suscité et l'a invité à traiter les questions relatives à l'écologie et au développement durable essentiel avec toute la rigueur et la mesure requise. Voilà. Tout le conformisme requis. Voilà, traduisons-le, tout le conformisme requis. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Immédiat. Merci Jean-Yves pour vos interventions, comme chaque semaine. Et puis, on ne se quitte pas sans passer au portrait piquant de la semaine. Mathieu Bock-Côté, je vous l'ai annoncé, c'est en partenariat avec le Gym. Alors, restez avec nous. Et puis, je vous le rappelle maintenant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Laissez-nous vos commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour, comme vous pouvez le constater, j'ai troqué mon superbe polo jaune pour un col roulé noir à l'approche de l'hiver. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Québec avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu Yann Bock-Côté, alias MBC, est désormais une personnalité bien connue des médias français. Ancien chroniqueur du Journal de Montréal, il s'est imposé dans l'Hexagone comme l'une des figures de proue de la nouvelle génération de journalistes et d'intellectuels conservateurs qui suscitent l'ire de la gauche, ne supportant pas l'intrusion d'une quelconque contradiction idéologique dans son précaré médiatique. Il est né en 1980 à Lorraine, mais pas la Lorraine française, celle des Basses-Laurentides. Solides études, philosophie à l'Université de Montréal, doctorat de sociologie, ses travaux universitaires traitent de la culture politique québécoise et de sa confrontation avec le multiculturalisme. Baigné dans le nationalisme québécois, ses travaux sont marqués par sa volonté d'inscrire sa démarche sociologique dans une vision politique globale, à rebours des tendances lourdes parcourant l'université canadienne, qui fut, hélas, l'un des principaux berceaux de l'idéologie woke et de la course à la repentance vis-à-vis des diverses minorités ethnico-culturelles. Tout d'abord, chargé de cours à l'Université du Québec, à Montréal, à Sherbrooke ainsi qu'à HEC Montréal, il se lance dans le journalisme et contribue à divers médias québécois, principalement le Journal de Montréal, mais également le quotidien 24 heures ou encore Télé-Québec. En 2014, il traverse l'Atlantique et entame de nombreuses participations à des médias français, signant notamment dans Le Figaro, Le Point, Valeurs Actuelles, Front Populaire et Causeur. En 2020, il est recruté par CNews et Europe 1, aux côtés notamment de Charlotte Dornelas. On peut aujourd'hui également le lire dans les colonnes du JDD Nouvelle Formule. Il s'affirme comme gaulliste dans la lignée intellectuelle de Raymond Aron. Ses analyses lui valent d'être la cible de violentes attaques de la gauche et de l'extrême gauche qui cherchent régulièrement à faire interdire ses interventions publiques. Par exemple, en France, les 7 et 8 janvier 2022, Mathieu Bock-Côté participe à un colloque organisé dans l'enceinte de la Sorbonne, intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Un certain nombre de syndicats, notamment la CGT et Sud, appellent à son annulation, au nom des libertés académiques, comme il se doit. La gauche libérale libertaire ne peut en effet lui pardonner ses prises de position anti-wokistes. Sa remise en cause du dogme du racisme systémique
pas plus que ses dénonciations des indulgences dont bénéficie l'islamisme et sa défense du droit des autochtones à vivre selon leur héritage et leurs traditions. Terminons par 2 citations. La première empruntée à un de ses livres sur le mouvement LGBT. Je cite, « Cette fragmentation infinie de la subjectivité est visible dans l'acronyme LGBTQI+, qui semble appeler à s'étendre en mobilisant toutes les ressources de l'alphabet. » Fin de citation. L'autre sur Ici Radio-Canada, je cite, « Je crois au respect, mais je n'accepte pas ceux qui se transforment en petits inquisiteurs, qui font des listes d'interdits, qui mènent des campagnes de dénigrement à temps plein. » Fin de citation. Gloire à MBC, souhaitons-nous qu'il soit entendu.